Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour faire le débriefing hebdomadaire sur les marchés. Cette semaine, événement historique, les indices américains ont atteint des nouveaux records. Alors pas sur tous, justement, on va le voir ensemble dans cette vidéo. On va voir également l'euro-dollar qui tente de reconquérir la zone des 1,18. Il est légèrement passé au-dessus de cette zone, zone qui n'avait pas été revue depuis le mois de juin. On va voir s'il y a véritablement du potentiel ou est-ce qu'on est sur une zone de vente. Quels sont également, bien évidemment, les plans de trading que j'ai mis en place tout au long de cette semaine. En parallèle, faire effectivement les perspectives sur les jours et semaines à venir. Quel est mon point de vue sur trois actifs, en tout cas trois classes d'actifs principalement, sur les indices américains, les indices européens également qui ont tenu leur support majeur et qui ont rebondi de manière vraiment très très forte. Également l'euro-dollar, quels sont les plans de trading que j'ai mis en place tout au long de cette semaine. Et également, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette zone des 1,18. Au-delà de toute cette notion justement d'analyse, de débriefing, de trading, de savoir qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'en pense pour l'avenir, tirer finalement trois conclusions, trois éléments principaux vis-à-vis de ce qui s'est passé justement sur ces différents indices en fonction de ce que j'ai réalisé tout au long de cette semaine. Donc trois éléments clés à retenir, que ce soit sur l'intraday, le swing trading, la psychologie et également justement cette notion de psychologie au sujet de louper des mouvements ou pas. Si on n'est pas dans un mouvement, est-ce que c'est grave ou pas, docteur? Et à la fin de cette vidéo, je vais également vous commencer à vous parler des robots traders dont je parlerai très prochainement dans cette chaîne YouTube. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors sur les indices américains, nouveau record historique, notamment sur le Dow Jones, le SP500, mais pas sur le Nasdaq. Alors j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos concernant justement ce qui se passe aux États-Unis. C'est que, alors on est dans une configuration complètement opposée, alors pas complètement opposée, mais disons quand même complètement différente de ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez une forte croissance. Il y avait le chiffre, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, le NFP, donc les créations d'emplois aux États-Unis, qui était ressorti légèrement meilleur que prévu. On avait également des craintes aux États-Unis, et c'est aussi la raison pour laquelle on avait cette petite phase de stabilisation. Alors ici, je suis sur le graphique de droite, enfin en dessous de moi, le Dow Jones. L'indice Dow Jones, justement tel qu'il a clôturé vendredi soir. Et ici, de l'autre côté, vous avez mon carnet de bord de trading qui avait été envoyé à tous les membres VIP IVT lundi matin à 6h30. Comme ça nous permettra justement de faire le parallèle avec ce que je pensais, qu'est-ce que j'ai fait tout au long de cette semaine et également finalement qu'est-ce qui s'est passé sur l'ensemble des actifs dont on va parler. Donc pour commencer sur les indices américains, nouveau record comme je le disais sur l'indice Dow Jones. On a justement cette inflation aux États-Unis qui est ressortie finalement moins forte que prévu la semaine dernière et finalement ça a rassuré le marché puisque vous le savez maintenant que si on a effectivement un resserrement monétaire d'une zone géographique, d'une banque centrale dans sa zone géographique, pardon, justement, et ben les marchés, en tout cas les actifs risqués, n'apprécient pas forcément. Donc là, on voit qu'on a eu des créations d'emplois, en tout cas, on va dire, du point de vue global et assez basiquement, l'économie va bien. L'inflation n'est pas supérieure aux attentes, donc il n'y a pas de resserrement monétaire et ça le marché aime bien. Donc du coup, on a les indices américains qui progressent. Alors, est-ce que c'est facile de payer ou pas? C'était facile, bien évidemment, a posteriori, il fallait acheter puisque les indices américains sont en tendance haussière. Donc tout va bien, Madame la Marquise, et vous avez finalement les indices américains. Alors surtout d'ailleurs le Dow Jones qui prend quasiment 200-300 points tous les jours. En tout cas, la semaine dernière, c'était absolument hallucinant. On a eu cette phase de stabilisation horizontale, vous voyez ici, qui a succédé, qui a débouché par une sortie par le haut justement de cette phase de consolidation horizontale. Vous le savez, j'en parle très souvent, dans les phases de consolidation horizontale, on a plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. C'est ce qui s'est passé. Alors, est-ce que je l'ai suivi? Non, comme vous le savez, je suis quand même relativement pas prudent, mais surtout à l'écart en fait de tout ce qui se passe. En tout cas, cette progression sur les marchés américains, c'est quand même relativement délicat à suivre, en tout cas à prendre. C'est vrai que c'est quand même, on se dit, les indices américains sont des niveaux quand même stratosphériques.
On atteint tous les jours des nouveaux records. Les bénéfices attendus pour les prochaines trimestrielles sont encore 10% au-delà des précédentes publications trimestrielles. Donc il y a quand même de très très grosses attentes du marché vis-à-vis de ces publications, en tout cas de ces chiffres aux États-Unis. Donc ça va s'arrêter un jour, mais pour le moment c'est absolument le cas. Donc bravo en tout cas à toutes celles et ceux qui arrivent à payer, qui arrivent à acheter ces indices américains tous les jours parce que ça fonctionne tous les jours. Hein. Vous payez finalement le matin et l'après-midi, en tout cas en fin de journée, vous retrouvez avec un indice Dow Jones qui prend 200-300 points. Donc c'est effectivement beaucoup moins dangereux. En tout cas, on est dans une tendance haussière, donc c'est beaucoup moins dangereux, bien évidemment, d'acheter cette tendance haussière que de chercher le point haut. Alors je ne cherche absolument pas le point haut, c'est-à-dire que tout simplement je suis à l'écart et je préfère vous l'avouer que de vous dire ce qu'il fallait faire et que c'était finalement facile. Fallait acheter la sortie du haut du range. Je vous le dis très honnêtement, je ne l'ai pas fait. De toute façon, vous le savez, si vous êtes chez IVT, vous savez que je n'ai pas acheté cette accélération haussière. Mais quel était donc mon point de vue, en tout cas, quels étaient mon plan de trading sur l'indice Dow Jones? Alors tout simplement, sur l'indice Dow Jones, je n'ai rien fait. Vous voyez ici, je cherchais tout simplement dans mon carnet de bord mon plan de trading de la semaine, chercher des achats sur la zone des 23 800, de vendre éventuellement si on passait sous les 25 970. Alors, on est passé sous les 25 970. Alors, si vous y étiez, vous l'avez très certainement vu et vous le savez, mais je vous le montre quand même. C'était dans la nuit entre 2h, 3h du matin. Alors, j'essaye de dormir un minimum la nuit. Donc, entre 2h et 3h du matin, j'étais pas devant. Donc, bien évidemment, je n'ai pas vendu lorsque l'indice est passé en dessous. Bien évidemment, ça pouvait donner un premier signal. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on a fait au plus bas 25 960, donc on a fait tout juste 10 points en dessous justement de cette zone, donc je n'ai absolument pas vendu l'indice Dow Jones, et sinon tout simplement achat intraday tant qu'on reste au-dessus des 26 000 points. Là encore une fois, c'est un plan de trading bien évidemment réservé aux plus actifs, ceux qui sont devant tout simplement. On privilégie lorsqu'on a par exemple en intraday, alors là vous voyez que je suis en graphique horaire, pourquoi pas tout simplement des breakouts, des sorties de phase de consolidation horizontale. Vous voyez, on a des accélérations haussières, phase de consolidation horizontale, accélération haussière, etc., etc., etc. Voilà, donc ça fonctionne. Encore une fois, une tendance se prolonge, et d'ailleurs on le voit très très bien ici, une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une fois. Donc pour le moment, elle s'est prolongée une fois, deux fois, trois fois, peut-être même 4, 5, 6, et elle ne se retournera qu'une seule fois. Donc pour le moment, vaut mieux effectivement, en tout cas bravo aux acheteurs. Je n'arrive pas dans une optique de swing trading pour le moment à payer la zone de cours actuelle. Mais je vais justement en parler parmi ces trois éléments dont je vous parlais en introduction, les trois éléments à retenir vis-à-vis, en tout cas d'un point de vue psychologique, au-delà encore une fois de ce qu'on anticipe sur les marchés, retenir quand même trois choses un peu plus globales sur la notion de gestion, sur la notion de trading. Donc concernant les indices américains, le SP500 et le Nasdaq, je les ai vendus. Alors, je les ai vendus. Est-ce que j'ai perdu de l'argent? Non, j'en ai gagné. Alors, je vais vous expliquer comment. Tout simplement, je vais vous donner ici le SP500, ma zone et en tout cas ma stratégie sur le SP500. Je vais vous mettre le graphique ensuite juste en dessous de moi ici. Donc, ma stratégie sur le SP500, c'était tout simplement de privilégier des ventes sur signaux sous les 2893 points. Donc, 2893 points, ici, on était, pour moi, dans une phase de stabilisation et on pouvait tout simplement avoir une petite secousse, une petite phase, alors c'est pas de la correction, c'est plutôt de la consolidation appuyée, je dirais, une petite phase de consolidation. Je cherchais, j'attendais tout simplement un signal de vente qui était ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est passé sous cette zone des 2893 points. Vous voyez ici, on a fait un premier pullback et derrière, on a vraiment enfoncé. Et une fois qu'on est arrivé ici, j'ai envoyé une notification à tous les membres VIP IVT en leur disant justement, pour moi, j'avais deux objectifs. Premier objectif, 2883 points. Et ça, c'est le premier objectif. Et un deuxième objectif plus ambitieux, alors j'en parle pas forcément puisqu'il n'a absolument pas été atteint, mais lorsque vous avez justement la possibilité d'avoir deux objectifs, ça vous permet d'avoir sur le premier déjà d'encaisser une partie de votre position en bénéfice,
L'autre partie de la position, qu'est-ce que vous faites? Vous la sécurisez. On met un stop de protection au cours d'entrée. Donc vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent, sauf s'il y a bien évidemment un gap au-dessus de votre stop de protection. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Stop de protection au cours d'entrée. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, vous voyez, prise de bénéfice partielle. Hop, ici. Et derrière, je me suis fait stopper au cours d'entrée. Alors, là où je voulais revenir, et le premier élément vraiment très important, et c'est justement pour faire le parallèle un petit peu avec tout ça, premier élément à retenir, vous voyez qu'en ce moment, c'est très compliqué de faire du swing trading. Alors, sauf si, bien évidemment, encore une fois, vous êtes à l'achat sur les indices américains, c'est facile entre guillemets, même si psychologiquement, c'est quand même très compliqué d'acheter des nouveaux records historiques tous les jours. Mais ce qui est important dans le contexte actuel, pas forcément d'ailleurs que sur les indices américains, mais sur l'ensemble du marché, que ce soit sur le Forex, on va le voir d'ailleurs avec l'euro-dollar, mais également sur les actions et sur l'ensemble des indices, le swing trading en ce moment est très compliqué. Donc, il y a deux options. À ce moment-là, il y a deux options. Il faut bien évidemment le plus possible s'adapter à ce contexte de marché-là. Soit on le subit, soit on s'adapte. Pour s'adapter, il y a deux options. Premièrement, on continue comme d'habitude, c'est-à-dire en tout cas comme moi j'opère, puisque encore une fois je fais du swing, donc j'essaye d'avoir des seconds objectifs plus ambitieux et beaucoup plus ambitieux que les premiers, parce que le premier ça me permet au moins de prendre des bénéfices partiels comme on l'a vu tout à l'heure, et le deuxième objectif de laisser courir la position le plus longtemps possible et donc d'essayer d'avoir peut-être de gagner entre 2 et 3 fois plus que les bénéfices qui ont été pris sur la première position. Donc là, je sais très bien que le swing, c'est très compliqué. Et donc, je sais que ma priorité, ça va être d'alléger ma position et de sécuriser ma position parce qu'on a des contre-pieds, des faux signaux, etc., tout le temps. Donc, dans la mesure où laisser courir ses positions pour avoir des objectifs vraiment très, très ambitieux, ça ne fonctionne pas pour le moment, eh bien, première option, je sécurise rapidement, je prends des bénéfices partiels. Deuxième option, et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit, bah ouais, mais du coup, j'aurais dû prendre l'intégralité de mes bénéfices sur cet objectif sur le SP500. Oui, mais en fait, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes là et que vous voyez cette bougie impulsive horaire très très violente, on peut tout à fait se dire on va aller beaucoup plus bas et l'objectif finalement, le deuxième objectif va être atteint rapidement. Donc c'est toujours facile après coup de dire j'aurais dû. Il ne faut pas avoir de regrets. Mais il faut le savoir que peut-être que la deuxième option, c'est tout simplement de ne faire que de l'intraday et donc de ne pas laisser courir ces positions le plus longtemps possible, d'avoir des objectifs techniques. Le premier objectif que vous vous êtes fixé, eh bien, vous sortez toute la position. Par contre, après, si on va beaucoup plus bas, eh bien, on n'est plus dans le mouvement et on ne va pas jusqu'au bout de son plan de trading swing, en tout cas, en l'occurrence. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, alors sur le Nasdaq, c'est quasiment exactement la même type de position, mais je vais vous le montrer quand même très très rapidement. Sur le Nasdaq 100, mon plan qui s'est déclenché, c'est celui-ci. Vente 6 sous, 7470 points. 7470 points, c'est ici. Mon objectif, je l'ai envoyé par notification sur l'application IVT que vous recevez bien évidemment. Mon objectif, c'était 7395 points. Alors, je ne voulais pas montrer forcément ici. Je vais vous montrer quand même la notification que j'ai envoyée à l'intégralité, bien évidemment, des membres VIP. Comme ça, vous l'avez ici. Voilà. Donc, sur le Nasdaq, j'ai envoyé ensuite, bien évidemment, je fais le suivi de l'intégralité des plans de trading que j'envoie parce que sinon, il n'y a absolument aucun intérêt. Et je les suis, bien évidemment, pour mon propre trading. Le 17 décembre, le 17 septembre, 21h36, ici, au Nasdaq 7470 déclenché, étant donné le caractère aléatoire lié à Trump. Stop au cours d'entrée, donc ABE, break-even. Maintenant, pour moi, objectif 7395 plus 7188 points. Donc deux objectifs ici, 7395. Et vous voyez que 1h du matin, entre 1h du matin et 2h du matin, on atteint justement les 7394 points. Donc au point près, finalement, on a eu le premier objectif et ensuite stopper au cours d'entrée, comme pour le SP500. C'est la même musique. Vaut mieux prendre des objectifs, des premiers objectifs, peut-être intégralement,
Après, c'est toujours facile après coup de dire j'aurais dû faire comme ci, comme ça. Donc, deux options. Soit on continue, soit je continue comme je fais d'habitude et je vais continuer comme je fais d'habitude pour essayer justement de prendre le plus possible des mouvements swing, de rester en position. Je préfère laisser courir les positions gagnantes et couper rapidement les pertes dans ces cas-là. Donc en l'occurrence, je préfère encore une fois plutôt l'option 1. Ensuite, on va enchaîner sur les deux autres actifs dont je voulais vous parler principalement. L'euro-dollar. Et puis après, je reviendrai sur les indices européens, notamment plus particulièrement le CAC 40. Alors, concernant l'euro-dollar, j'avais deux stratégies en une. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails et peut-être un petit peu dans la technicité. C'est aussi pour vous parler justement du deuxième élément dont je voulais vous parler en introduction, un peu plus, je dirais, global que vraiment l'aspect analyse et trading. Concernant l'euro-dollar, ma stratégie est simple depuis des semaines. C'est j'achète le bas de range, je vends le haut de range. Vous voyez que sur l'euro-dollar, alors on a eu un petit excès baissier ici en bas de range. J'avais justement envoyé lorsque j'étais en vacances entre le 15 août justement que je privilégiais, oui, toujours les stratégies à l'achat lorsque j'arrivais dans bas de range, même si on est arrivé par impulsion très rapidement en dessous, hein, comme je vous le disais. Lorsqu'on était à 1,25 sur l'eurodoll, tout le monde visait un 30 au mois de juin, et maintenant quand on était à 1,13, tout le monde visait la parité. Vous voyez qu'il s'est passé finalement l'effet inverse. Donc là maintenant, l'objectif ici, c'est d'acheter en bas, de vendre en haut. Donc ma stratégie est exactement la même. Donc sur 1,17, 1,17, 1,18, je ne cherche que des signaux vendeurs sur des unités de temps courtes, c'est-à-dire en horaire. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé tout au long de cette semaine? Je vais vous refaire ici 1,17. Voilà. 1,17, 1,1750. Donc vous voyez à combien de reprises est-ce que l'euro-dollar a échoué sur cette zone des 1,17, 1,1750 ici? Eh bien, une fois, deux fois, trois fois. D'accord? Et la quatrième fois, est-ce qu'on a eu un signal vendeur dans ma zone entre 1,17 et 1,1750? Non, on est passé tout de suite à 1,1750. Et ensuite, oui, on a eu un autre signal ici et un autre signal ici. D'accord? Donc tout ça pour vous dire que mon plan a fonctionné tout au long de la semaine. Alors c'était une bataille, oui, il fallait travailler la zone. C'était pas aussi simple que ça, que de vendre finalement une fois sur un 17 et d'attendre que ça baisse. Donc vous voyez, on travaille toujours dans la même logique, comme je vous le disais, que sur le SP500. On est toujours dans des signaux intraday. Le swing pour le moment, ça ne fonctionne pas parce que vous voyez que l'euro-dollar, on a un signal ici à un 17,05. On s'arrête à un 16,20 et on recommence, on recommence, on recommence, on recommence. Ensuite, ça sort d'un côté, mais vous voyez que combien même d'ailleurs ça sort d'un saut, ah bah fallait acheter, d'accord? Mais combien même vous voyez qu'il fallait acheter, vous voyez que derrière, on est en train de se replier tout de suite. Donc attention encore une fois au swing, mais encore une fois, donc là vous voyez que l'intraday ça a fonctionné tout au long de la semaine. J'ai placé, comme vous le voyez d'ailleurs, peut-être certains l'ont remarqué pendant que j'étais en train de parler, OC swing, donc c'est un OC, c'est un ordre en carnet, d'accord? Je place l'ordre en carnet, je passe plusieurs ordres en carnet pour tout le monde pour en faire le suivi. C'est une question pédagogique tout simplement. Le lundi matin, 6h30, ici, je place tous les OC que j'ai annoncés ici. Donc vous voyez, OC 17,50. Vous voyez que mon OC à 17,50 a été déclenché. C'est pour celles et ceux tout simplement qui n'ont pas la possibilité de suivre en horaire tous les signaux, qui sont à 10h du matin, qui ne sont pas forcément devant les écrans le lendemain, qui est à 8h du matin, qui ne sont pas devant les écrans à 15h, etc., etc. Donc ça permet justement de prendre des positions et de suivre un plan global. Même si l'OC, j'aurais pu le placer au lieu de 17,50, j'aurais peut-être pu le placer à un 17,83, etc. Donc c'est tout simplement dans une logique, encore une fois, pédagogique tout en faisant le suivi. Donc là, en 17,50, je suis positionné à la vente. Mon stop, je l'ai placé initialement 100 pips au-dessus de mon prix d'entrée. Donc 1,1750, je l'ai passé mon stop à 1,1850 pour le moment. Lundi matin, en tout cas dimanche soir, je verrai si on a un gap haussier ou baissier sur l'euro-dollar. Si gap il y a bien évidemment. Et je placerai mon stop et je ferai bien évidemment le suivi de la position. Donc concernant l'euro-dollar, même chose que ce que je vous disais sur le SP500. On est pour le moment dans des phases un petit peu de swing, pas forcément évidentes à gérer. Sur l'euro-dollar, tout simplement, pour moi, j'estime qu'on est sur la borne haute d'une résistance qui tient depuis le mois de juin. Est-ce qu'on peut aller à 1,19, 1,20? Oui. Est-ce qu'on peut aller à 1,15, 1,16? Oui.
moi, je n'en sais rien. Ce que j'essaye d'exploiter, c'est tout simplement des plans de trading, des niveaux très très importants sur lesquels on a échoué, sur lesquels le marché a une mémoire et sur lequel il pourrait justement réagir. Une fois qu'on arrive dans cette zone, je privilégie les stratégies, mes stratégies en tout cas, mon plan trading, je le suis à la lettre selon des signaux et selon une méthode qu'on a mis en place sur IVT depuis maintenant plusieurs années. Voilà. Ce que je voulais effectivement évoquer concernant le CAC. Le CAC, vous allez voir, ma stratégie était très très simple. Sur le CAC, 5380. Vous voyez ici, OC Swing, même principe que sur l'euro-dollar. J'ai mis un OC à 5380. Vous allez me dire, ok, tu as mis ton OC à 5380, tu t'es fait avoir, on est à 5005 et du coup, tu perds beaucoup de points sur cette position. Non. Pourquoi? Parce que l'OC à 5380 a été placé le 17 septembre à 6h30. C'était tout simplement mon point de vue. Pourquoi c'était mon point de vue? Je vous l'explique et réexplique très brièvement. J'estime que sur le CAC, on est dans un range. 5380, c'était tout simplement 50% de retracement de ce mouvement baissier, plus la MM50. En tout cas, pas très loin de la MM50 lorsqu'on arrive sur cette zone des 5380, plus une zone, ici, je vais vous le montrer, une zone de résistance ici importante. Donc j'estimais tout simplement 5380. On a eu une forte impulsion baissière ici. C'était très compliqué d'anticiper, en tout cas qu'on réintègre et qu'on annule et qu'on invalide très très rapidement cette forte impulsion baissière. Donc tout simplement, je me suis dit, on retrace 50%, on est sur une zone de résistance très importante, 50% de retracement plus MM50, je privilégie les ventes sur cette zone tout simplement pour privilégier le sens de l'impulsion baissière qui avait été réalisée précédemment. Donc 5380, ça s'est déclenché ici, le lendemain, 18 septembre, autour des 17h, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ça réagit parfaitement bien. C'est 5380, on perd 40 points dans la foulée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on prend 40 points, alors c'est pas 1% sur le CAC, mais on va dire 0,8, pas loin. Bien évidemment, on met le stop de protection au cours d'entrée. Alors, est-ce que j'ai allégé ma position? Non, parce que j'avais un objectif, un premier objectif un peu plus ambitieux, qui était autour de cette zone des 5320 points. Donc, vous voyez que on n'a pas atteint mon premier objectif. Donc, je n'ai pas pris de bénéfice sur cette position. Mais lorsqu'on prend 40 points sur un trade sur le CAC 40, bien évidemment, on sécurise la position. Est-ce que j'ai sécurisé ma position? On va le voir tout de suite ici sur l'historique des notifications qui doivent être par là. Voilà. Donc, je vous ai dit ici, le 18 septembre à 19h, eh bien, je sécurise ma position sur le CAC avec un stop de protection au cours d'entrée. Je prends le risque de ne pas alléger ma position et de sécuriser ma position avec un stop au cours d'entrée. Donc, je me suis fait stopper finalement au cours d'entrée sur cette position sur le CAC. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense des indices européens? Alors oui, effectivement, certes, on a tenu cette zone de support. Je pensais qu'effectivement, au vu de cette impulsion baissière, qu'il y avait quand même de très fortes chances qu'après cette petite phase de stabilisation, comme je vous le disais d'ailleurs tout à l'heure sur les indices américains, ça aurait très bien pu fonctionner et ça aurait peut-être dû d'ailleurs fonctionner comme cela, mais ça n'a absolument pas été le cas. Donc, on a eu cette petite phase de stabilisation horizontale et finalement, on a réintégré. Alors, là où je voulais en venir, effectivement, on peut être frustré, je peux être frustré, très frustré bien évidemment, d'avoir loupé ce mouvement haussier. Finalement, c'était facile, on était sur un support, les indices américains, ils sont haussiers, ça tire vers le haut les indices européens, je suis effectivement entièrement d'accord, même s'il n'y a absolument aucune corrélation entre les indices européens et les indices américains. Et d'ailleurs, même les indices américains entre eux, vous voyez que le SP500 a fait des nouveaux records historiques, le Dow Jones ici a fait des nouveaux records historiques, le Nasdaq a-t-il fait des nouveaux records historiques? Vous voyez que lui sous-performe les indices américains, les autres indices américains. Donc vous voyez que même les indices américains entre eux, eh bien, n'ont pas de corrélation. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que en termes de psychologie, c'est vraiment compliqué quand même d'inverser de A à Z sa psychologie, de passer
d'un point de vue plutôt de suivre le mouvement de tendance baissier, d'attendre des signaux baissiers, d'attendre des pullbacks justement de manière très patiente sur signal sur 5380 de passer vendeur et ensuite de se dire ah bah finalement j'ai loupé le mouvement, ça passe acheteur et j'achète cette zone des 5450 sans véritablement de bonnes nouvelles. Encore une fois, il y a toujours le risque de cette guerre commerciale qui se passe entre les États-Unis, la Chine, etc. Donc on peut effectivement louper des mouvements, c'est très frustrant. Très frustrant, faut surtout ne pas s'acharner sur son plan de trading et dire je vends toutes les accélérations haussières en essayant d'attraper le point haut. On peut effectivement ne pas tout simplement être dans le coup, mais surtout ne pas s'acharner sur son plan de trading qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, qui a fonctionné une fois, sur lequel on se fait stopper au cours d'entrée, etc. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que je vais acheter cette zone des 5005? Maintenant qu'on arrive sur une zone de résistance, vous vous en doutez, ça va être très compliqué de passer à l'achat maintenant alors qu'on a loupé ce mouvement-là. Donc voilà, pour être tout à fait transparent avec vous, je m'attendais à ce que les indices finalement aillent beaucoup plus bas que cette zone des 5240. Ça n'a pas été le cas, je ne suis pas dedans. Attention quand même à ne pas essayer à chaque fois d'être tous les mouvements. Alors oui, on peut, j'aurais pu effectivement passer à l'achat, entraîner tout le monde à l'achat, mais imaginez-vous que si effectivement on arrive sur cette zone, j'invalide mon plan, je me fais stopper à bœuf et finalement c'est le point haut, etc., que je passe acheteur là-haut, je me retrouve collé et là il faut inverser 3-4 fois sa psychologie. Donc attention également à ne pas trader sans avoir de plan. C'est-à-dire que là en l'occurrence, je n'avais pas forcément anticipé ça. J'avais pas de plan de me dire ça y est, si jamais on passe avec un mouvement impulsif au-dessus des 5400 points, eh ben, je passe à l'achat pour viser la borne haute de ce range. Donc plutôt que d'agir tel un mouton, de suivre des mouvements sans avoir de plan de trading par impulsivité, je préfère être à l'écart du marché pour le moment. Et donc le troisième élément dont je voulais évoquer avec vous, c'est justement on peut être vendeur contre la tendance. Alors, je ne vous dis pas que c'est absolument ce qu'il faut faire, bien au contraire, mais vous voyez que dans le cas où on arrive, lorsqu'on arrive à sécuriser rapidement sa position, qu'on a un plan, une zone définie, qu'on a un plan de trading clair, lorsqu'on exécute une position à la vente, alors que la tendance est haussière, en l'occurrence, comme on vient de le voir ici, notamment sur le CAC, les indices américains, etc. Si on arrive à sécuriser rapidement la position, on évite de subir en mouvement, on évite également de s'entêter. Ça aurait pu fonctionner, en l'occurrence ça ne fonctionne pas, mais quand bien même vous voyez que ça ne fonctionne pas, on a un plan, on l'exécute à l'instant T, il s'est exécuté, une fois qu'il a été invalidé, qu'on a allégé la position en l'occurrence sur le SP500 et sur le Nasdaq, sur le CAC, j'ai pas pu alléger, mais sécuriser la position, à ce moment-là vous voyez que une fois que le plan est invalidé, qu'on sort de la zone et qu'on n'a plus du tout de signal baissier dans la zone qu'on avait identifiée en début de semaine et qu'on respecte finalement scrupuleusement le plan trading, comme je l'ai dit tout au long de cette semaine, ben vous voyez qu'on arrive quand même à s'en sortir. Alors, on n'a pas pris bien évidemment des centaines de points dans ces mouvements-là, mais on ne peut pas, c'est très difficile de retourner sa psychologie. C'est également impossible d'avoir tous les mouvements, d'anticiper tous les mouvements. Ça, c'est archi faux, d'accord? On essaye tout simplement d'exploiter en grande partie les mouvements. Soit on les anticipe, soit on se place dans la tendance. En l'occurrence, je ne me suis pas placé dans la tendance. Mais vous voyez qu'on peut quand même ne pas subir une contre-tendance H24 si on ne cherche absolument pas à le point haut, à tous les mouvements de 100 points. On vend, on fait ce qu'on appelle une martingale. Ça monte de 100 points, on vend. Ça remonte de 100 points, on revend. 100 points, jusqu'à ce que finalement on arrive en dépassement de marge et que ce soit le broker finalement qui coupe la position à votre place. Donc voilà, ces trois éléments que je voulais parler avec vous. Privilégions l'intraday dans le contexte actuel où le swing est très très compliqué. Deuxièmement, on peut louper des mouvements, c'est très frustrant, mais il vaut vraiment mieux ne pas s'acharner et de suivre finalement comme un mouton sans véritablement avoir de plan, parce que le problème c'est que si vous suivez comme un mouton et que vous avez derrière une déconvenue, vous n'avez plus de plan, plus de stop, plus de stratégie et derrière c'est la panique générale. Et on peut être contre la tendance si on a véritablement
une volonté et une stratégie de sécurisation très rapide des positions, alors on évite justement d'essayer d'attraper le point haut d'une tendance haussière ou le point bas d'une tendance aussi baissière à l'inverse. D'ailleurs, ici, vous voyez que ça aurait très bien pu, on aurait très bien pu considérer que c'est du contre-tendance que d'acheter, même si on est sur une zone support, on a une violente accélération baissière, des convergences hebdomadaires, mensuelles, daily, des gaps baissiers, des bougies impulsives baissières, etc. etc. Acheter là, c'est tout simplement, il n'y a qu'un seul paramètre, c'est acheter un support qui a fonctionné une seule fois, enfin qui a été en tout cas construit à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, et finalement c'était le seul argument pour le moment pour payer. Voilà. Merci à toutes et à tous, en tout cas, d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des robots traders qu'on a mis en place sur IVT, qui vont vous permettre tout simplement de suivre tous nos trades de A à Z, ce qu'on appelle du copy trading, qui s'appellera IVT Copy Secure, qui est justement tout simplement vous pluguez votre compte sur notre algorithme, en tout cas notre système de copy trading, où vous allez avoir une partie algorithmique sur lequel on a développé depuis plusieurs mois justement la méthode IVT qu'on a essayé de modéliser depuis ces derniers mois et qu'enfin on a réussi à mettre en place et qui est viable sur le long terme. Alors l'objectif des performances, j'en parlerai, etc. Les performances, le risque, etc. etc. J'en parlerai dans dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Pour celles et ceux que ça intéresse, ça sera en complément bien évidemment de toute la formation, de tout l'aspect pédagogique. J'espère vous en apporter en tout cas quelques éléments sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, les likes, c'est vrai que ça ne vous coûte pas grand chose et moi ça m'apporte beaucoup. En tout cas, ça me permet encore une fois d'être motivé et que vous puissiez me montrer, c'est le seul moyen que vous puissiez me montrer que ce que j'essaye de vous transmettre tout au long de ces vidéos, de ces débriefings hebdomadaires, etc. vous permettent au moins de vous apporter quelque chose dans votre trading au quotidien, ou en tout cas peut-être avant de vous lancer, déjà de vous éviter peut-être de faire des erreurs basiques et de vous apporter en tout cas du contenu un peu plus peut-être un peu plus concret que ce que vous pouvez lire dans les bouquins, etc. et un peu plus, je dirais, basé sur la psychologie et sur la réalité, je dirais, de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, donc un grand merci à vous. On va mettre en place les robots traders, en tout cas le copy trading la semaine prochaine. Certains robots traders sont déjà en place sur IVT, ils sont ultra spéculatifs, ultra dangereux, mais ils sont ultra rémunérateurs parce qu'ils font 50% depuis maintenant un mois. Vous avez tout ça sur IVT et en tout cas pour ma part je vous dis à bientôt sur YouTube ou sur IVT pour les membres VIP. À plus tard, bye bye.